Un millionnaire a offert 1 million d'euros à une pauvre serveuse vierge pour passer une nuit avec son fils. Cependant, il est resté paralysé par ce que son fils a fait. Le réveil sonne à 4 heures du matin. Comme tous les jours depuis 3 ans, Inès Fontaine ouvre les yeux dans l'obscurité de sa chambre exiguë, ses mains déjà douloureuses avant même d'avoir commencé à travailler. À 22 ans, elle a les gestes mécaniques d'une femme de 40, levée, douche rapide, café noir avalé debout, et direction le premier boulot de la journée, le café chez Marcel, ouvre ses portes à 5 heures précises. Inès enfile son tablier, avec la même résignation qu'un soldat enfile son uniforme. Les premières heures sont les plus calmes. Juste quelques ouvriers qui prennent leur café serré avant de partir sur les chantiers. Elle connaît leurs habitudes par cœur. Gérard veut son croissant tiède, jamais chaud. Antoine prend toujours 2 sucres mais dit qu'il en veut un seul. Michel, la secrétaire de mairie, commande un thé mais boit toujours le café que lui offre Marcel en douce. « Tu as encore une sale tête, ma petite », lui dit Marcel en essuyant ses verres. Le patron, la soixantaine bien tassée, la regarde avec cette tendresse bourrue qu'il réserve aux éclopés de la vie. « Tu devrais prendre des vacances. » « Avec quel argent ?» Inès hausse les épaules en distribuant les commandes. « Et puis, maman a besoin de moi. » Marcel hoche la tête. Tout le quartier connaît l'histoire de Mireille Fontaine et de sa fille, qui se tue au travail pour payer les frais médicaux, cancer du poumon, stade avancé. Les médecins donnent 6 mois, peut-être 1 an avec la chimio. Mais la chimio, ça coûte cher. Et l'espoir, ça se paie au prix fort, à 13 heures. Ah. Inès termine son premier service et court vers l'hôpital. Le trajet en métro lui prend 40 minutes. 40 minutes où elle peut enfin souffler. Regarder par la vitre les banlieues défiler. Parfois, elle s'autorise à fermer les yeux et à se rappeler l'époque où son père Michel la conduisait au lycée dans sa vieille Peugeot qui sentait la cigarette et l'après-rasage bon marché. Michel Fontaine était chauffeur-livreur. Pas le métier le plus glorieux du monde, mais il en était fier. Un honnête travail pour nourrir ma famille, disait-il toujours. Il avait cette façon de sourire qui rendait les problèmes moins lourds, cette manie de siffloter en conduisant qui agaçait Mireille, mais qui manque terriblement aujourd'hui. Ma chérie, la voix de Mireille l'attire de ses pensées. Sa mère, autrefois si élégante malgré leurs moyens modestes, ressemble maintenant à un oiseau blessé dans son lit d'hôpital. La chimio a emporté ses cheveux châtains, creusé ses joues, mais pas son regard. Ce regard qui cherche encore à protéger sa fille. Même dans la maladie, comment tu te sens aujourd'hui ? Inès s'assoit sur la chaise en plastique qui lui est devenue familière. Elle a calculé. En 3 ans, elle a passé plus de 1000 heures sur cette chaise inconfortable. Ça va mieux. Dr Moreau dit que les derniers résultats sont encourageants. Mireille ment. Elles le savent toutes les deux. Mais ce mensonge fait partie de leur rituel. Comme une prière qu'on récite sans y croire vraiment. Inès prend la main de sa mère, si fragile maintenant qu'elle a peur de la casser. Tu sais ce que papa dirait s'il nous voyait. Il dirait qu'on est 2 têtes de mules qui ne savent pas quand abandonner. Répond Mireille avec un sourire qui ressemble à celui de Michel. Elle reste silencieuse un moment. C'est toujours comme ça quand elles évoquent Michel. Le silence s'installe, lourd de tout ce qui n'a pas été dit, de toute cette colère qui bout sous la surface. 3 ans. 3 ans depuis cette nuit de novembre où 2 policiers sont venus frapper à leur porte. Madame Fontaine, nous avons une mauvaise nouvelle concernant votre mari. Accident de la route, rue de la République, délit de fuite. Le conducteur n'a jamais été retrouvé. L'enquête suit son cours, avait dit l'inspecteur Durand lors du premier entretien. Puis, 6 mois plus tard, nous faisons tout notre possible. 1 an après, le dossier reste ouvert. Et maintenant, quand Inès appelle le commissariat, on lui dit poliment qu'il n'y a pas de nouveaux éléments. Pas de nouveaux éléments. Comme si la vie de Michel ne valait pas qu'on s'y attarde trop longtemps. Mais Inès, elle, ne peut pas tourner la page. Pas quand sa mère se meurt dans un lit d'hôpital. Pas quand elle travaille 18 heures par jour pour payer des soins qui n'arrivent pas à temps. Pas quand elle sait qu'il y a quelque part un salaud qui continue sa vie comme si rien ne s'était passé. Alors, elle a commencé ses propres recherches. Les soirées qu'elle ne passe pas à l'hôpital. Elle les consacre à éplucher les rapports de police, à interroger les témoins que les flics ont oubliés, à reconstituer la soirée du drame. Internet est devenu son meilleur ami, forum de témoins d'accidents, groupe Facebook de familles de victimes, site spécialisé dans les cold cases. C'est comme ça qu'elle a trouvé Martine Dubois,
Une femme qui habite juste en face du lieu de l'accident et qui n'a jamais été interrogée. « J'ai bien vu une voiture noire partir en trombe », lui a-t-elle dit au téléphone. Une grosse berline allemande, je crois, le genre de bagnole qu'on ne voit pas souvent dans le quartier. Une berline allemande. Inès a commencé à faire le tour des concessionnaires, à regarder les modèles, à noter les plaques d'immatriculation, un travail de fourmi, obsessionnel peut-être, mais c'est tout ce qui lui reste de son père. Tu devrais rentrer, dit Mireille en voyant l'horloge murale. Tu as ton deuxième travail ce soir. Le restaurant, le petit marché, ouvre à 18h. Cuisine traditionnelle, clientèle bourgeoise, pourboire correct quand on sourit assez. Inès a appris à jouer le jeu, la serveuse souriante qui écoute les plaintes des clients sur leur steak trop cuit ou leur vin pas assez frais. Elle encaisse les remarques déplacées des hommes d'affaires éméchés et les regards condescendants de leurs épouses. Mais ce soir, quelque chose est différent. En servant la table 12, elle entend une conversation qui la glace. Cette histoire avec les marchands, tu sais, le fils a encore fait des siennes. Lucas, qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Rien de nouveau, mais papa Denis commence à en avoir marre. Un accident de voiture il y a quelques années, paraît-il, le genre d'affaire qu'on préfère oublier quand on a de l'argent. Inès manque de lâcher son plateau. Marchand, elle connaît ce nom, Denis Marchand, le promoteur immobilier, celui qui fait construire toutes ces tours hideuses dans la banlieue, et son fils Lucas, qu'on voit parfois dans les pages People des magazines. Toujours un verre à la main, les pièces du puzzle commencent à s'assembler dans sa tête. Une berline allemande, de l'argent, un accident étouffé. Elle sent son cœur s'emballer. Ses mains tremblaient légèrement. Cette nuit-là. Rentrée chez elle à minuit passé, Inès ne dort pas. Elle reste devant son ordinateur jusqu'à l'aube, creusant tout ce qu'elle peut trouver sur la famille Marchand, et plus elle creuse, plus elle comprend que sa quête de 3 ans touche peut-être à sa fin. Le soleil se lève sur Paris quand elle trouve enfin ce qu'elle cherchait. Un article de presse économique mentionnant la BMW série 7 noire de Lucas Marchand, achetée quelques mois avant la mort de son père, pour la première fois depuis 3 ans. Inès Fontaine sourit, un sourire froid, déterminé, qui ne ressemble en rien à celui de son père. La chasse commence. Les jours qui suivent passent dans un brouillard d'enquête obsessionnelle. Inès transforme sa petite chambre en centre d'opération. Photos imprimées, articles de journaux, plans de la ville étalés sur son bureau bancal. Elle a pris 1 semaine de congé au café, les premiers depuis la mort de son père, prétextant une grippe. Marcel a grogné mais n'a pas posé de questions. Il connaît ses employés, sait quand ils ont besoin d'espace. La BMW série 7 de Lucas Marchand, modèle 2019, couleur noire métallisée, immatriculée dans les Yvelines. Inès a retrouvé la trace de l'achat dans les archives numérisées d'un concessionnaire haut de gamme, facture réglée cash, 120 000 €, 120. Comme on achète une baguette, putain de bourge, marmonne-t-elle, en regardant la photo du véhicule sur l'écran. Cette voiture coûte plus que ce que son père gagnait en 3 ans. Mais ce n'est qu'un début, pour être sûr. Elle doit reconstituer la soirée du 15 novembre 2021. Celle qui a tout détruit. Les archives des journaux locaux mentionnent une soirée caritative à l'Opéra de Paris ce soir-là, gala pour la recherche contre le cancer, organisée par la Fondation Marchand. L'ironie la frappe en pleine face, pendant qu'elle lutte aujourd'hui contre la maladie de sa mère. Les marchands se donnaient bonne conscience en récoltant des fonds. Les photos de l'événement sont disponibles sur le site de Paris Match. Inès les fait défiler une à une, cherchant Lucas dans la foule des smokings et des robes du soir. Elle le trouve enfin. 25 ans, beau gosse dans le genre fils à papa, un verre de champagne à la main et ce sourire nonchalant des gens qui n'ont jamais manqué de rien. Mais quelque chose cloche dans son regard. Même sur ses photos glamour, Lucas Marchand a l'air absent, perdu, comme s'il était là sans y être vraiment. Le gala s'est terminé vers minuit. L'accident de Michel a eu lieu à minuit 45, rue de la République. 15 kilomètres séparent l'opéra du lieu du drame. 15 kilomètres que quelqu'un a parcouru à toute vitesse dans une BMW noire. Inès appelle Martine Dubois, sa précieuse témoin oubliée. « Madame Dubois, c'est Inès Fontaine. Je peux vous poser encore quelques questions. »« Bien sûr, ma petite. Vous avez trouvé quelque chose. Peut-être cette voiture noire dont vous m'avez parlé. Vous vous souvenez de l'heure exacte ? » ?»« Oh, forcément. J'étais en train de regarder le journal de la nuit. Il venait de commencer.
Donc il était minuit 45 pile. Et puis j'ai entendu ce bruit terrible, comme si quelqu'un était rentré dans un mur. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu cette grosse berline qui repartait en marche arrière. Tous phares éteints. Phares éteints. Oui, c'est ça qui m'a marqué. Qui conduit phares éteints la nuit. Quelqu'un qui ne veut pas qu'on le voie, forcément. Inès sent l'adrénaline monter. Les pièces s'emboîtent parfaitement. Trop parfaitement pour être une coïncidence. Elle passe les jours suivants à étudier Lucas Marchand comme un entomologiste étudie un insecte rare. Réseaux sociaux, interviews dans la presse, apparitions publiques, elle décortique sa vie, cherche des failles, des habitudes, des faiblesses. Ce qu'elle découvre la surprend. Lucas Marchand n'est pas le golden boy insouciant qu'elle imaginait. Les photos récentes le montrent de plus en plus amaigri. Le regard fuyant. Les articles de presse People mentionnent ses problèmes personnels, ses absences répétées aux événements familiaux, ses phases difficiles que l'entourage familial minimise. Un article du Figaro Madame, daté de 6 mois après l'accident. Titre : Lucas Marchand, l'héritier en perdition. L'article évoque ses problèmes d'alcool, ses disputes avec son père, sa tendance à s'isoler. Depuis quelque temps, Lucas semble hanté, confie un proche de la famille. Il a changé du jour au lendemain, comme s'il portait un poids énorme. « Tu portes effectivement un poids énorme, salaud », murmure Inès en refermant son laptop. Mais pour en être absolument certaine, elle doit voir Denis Marchand, le patriarche, celui qui a les moyens d'étouffer une affaire, d'acheter le silence des témoins, de faire disparaître les preuves. L'Empire Marchand a ses bureaux dans le 8e arrondissement, avenue Montaigne, un immeuble haussmannien rénové, tout en verre et en acier. Qui hurle l'argent et le pouvoir, Inès s'y rend un mardi matin, déguisée en étudiante en architecture venue faire un exposé sur l'urbanisme moderne. La réceptionniste, une blonde décolorée aux ongles parfaits, la regarde à peine. Monsieur Marchand ne reçoit que sur rendez-vous et il n'a pas de créneaux libres avant 3 semaines. C'est pour un mémoire sur son travail. Juste quelques questions rapidement. Désolée, mademoiselle. Laissez vos coordonnées. On vous rappellera peut-être. Inès fait semblant de noter ces informations, mais elle observe l'open space au premier étage, visible depuis l'accueil, les allées et venues des employés, les horaires de pause café. Elle revient 3 jours de suite, à des heures différentes, jusqu'à repérer les habitudes de la maison. C'est le jeudi qu'elle le voit enfin. Denis Marchand, 60 ans, costume sur mesure, démarche de quelqu'un qui a l'habitude qu'on s'écarte sur son passage, grand, encore séduisant malgré ses cheveux grisonnants. Il a cette autorité naturelle des gens nés pour commander. Il monte dans une Mercedes noire avec chauffeur. Inès le suit discrètement en métro, changeant 3 fois de ligne pour ne pas le perdre. Le véhicule s'arrête devant un restaurant gastronomique de Saint-Germain. Denis Marchand déjeune avec un homme en costume qui ressemble à un avocat ou un banquier. Ils parlent affaires, leurs gestes sont mesurés, leur voix basse. Inès s'installe à une table voisine, commande un café qu'elle n'a pas les moyens de payer dans ce genre d'endroit, et tend l'oreille. « Le garçon pose problème », dit l'homme en costume. Ces derniers temps, il boit encore plus. Hier soir, il a fallu que je le ramène chez lui. Il délirait, parlait d'un mort qui le poursuivait. Denis serre sa fourchette plus fort. Lucas a toujours eu tendance au dramatique. Ça lui passera. Denis, soyons sérieux. Ça fait presque 3 ans que ça dure, depuis cette histoire. Cette histoire est réglée, coupe Denis d'un ton glacial. Complètement réglée, et elle le restera tant que tout le monde tiendra sa langue. L'homme hoche la tête, mal à l'aise. Je dis juste que le garçon ne va pas bien. Peut-être qu'il faudrait qu'il se ressaisisse et qu'il arrête de jouer les victimes. J'ai suffisamment payé pour que cette affaire soit enterrée. Il n'est pas question qu'elle remonte à la surface à cause de ses états d'âme. Inès manque de renverser sa tasse. Il parle de l'accident. Elle en est sûre maintenant. Denis Marchand a acheté le silence autour de la mort de son père. Elle sort du restaurant avant eux, le cœur battant, les mains tremblantes. 3 ans. 3 ans qu'elle cherchait la vérité, et elle vient de l'entendre de la bouche même du responsable. Le soir, dans sa chambre, elle regarde la photo de Michel posée sur sa table de nuit. Son père souriant, en salopette bleue, devant son camion de livraison. Un homme simple, honnête, qui ne méritait pas de mourir écrasé par un fils de riche en fuite. « Je les tiens, papa », murmure-t-elle à la photo. « Je sais qui t'a tué,
et je vais leur faire payer. Mais comment s'attaquer à une famille qui a les moyens d'acheter la justice? Comment faire tomber des gens qui ont transformé sa quête de vérité en parcours du combattant? Inès ouvre son ordinateur et tape « Denis Marchand faille » dans le moteur de recherche. Si ces gens ont un point faible, elle le trouvera et elle l'exploitera parce que maintenant, elle ne cherche plus seulement la vérité, elle veut la vengeance. 3 semaines de préparation minutieuse. 3 semaines à transformer Inès Fontaine, serveuse de banlieue, en quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui pourrait évoluer dans le monde des marchands sans éveiller les soupçons. « Tu es complètement folle », lui dit Sandrine en la regardant essayer une robe noire dans la boutique de seconde main. « Tu crois vraiment que tu vas pouvoir t'infiltrer chez ces gens-là » Sandrine Moreau, sa seule vraie amie depuis le lycée, travaille dans l'événementiel, petite main des grands galas parisiens. Elle connaît les codes, les habitudes, les failles du système. C'est elle qui a donné à Inès l'idée de cette mascarade. « Écoute, ils organisent une soirée de charité le mois prochain. Fondation pour les enfants malades. J'ai besoin de serveuses supplémentaires, des filles qui savent se tenir dans ce milieu. Tu pourrais... » « Non, avait coupé Inès. Pas serveuse, invitée. Sandrine avait éclaté de rire. Puis elle avait vu le regard de son amie. Ce regard qu'elle ne lui connaissait pas, dur comme l'acier. « Inès, ces gens-là, ils se flairent entre eux. Tu ne pourras jamais. Apprends-moi. » Et Sandrine avait appris à Inès comment tenir un verre de champagne, comment saluer sans en faire trop, comment glisser des références culturelles sans paraître pédante, comment être invisible tout en étant remarqué, la règle d'or, explique Sandrine en regardant Inès se maquiller, c'est de ne jamais en faire trop. Ces gens détestent le nouveau riche, mais ils adorent la fausse modestie. Tu dois avoir l'air de quelqu'un qui a de l'argent mais qui n'en parle jamais. Inès a vidé son compte épargne, les économies de 3 ans de double travail, pour s'acheter une garde-robe crédible. Robe Sandro soldée, sac à main Longchamp d'occasion, chaussures Louboutin avec un petit défaut qu'elle a réussi à négocier chez un revendeur. Le tout lui a coûté 2 mois de salaire, mais elle ressemble maintenant à ce qu'elle doit être, une jeune femme de bonne famille, discrètement élégante. Et ton histoire ? Demande Sandrine en l'aidant à attacher son collier. Inès Dubois, récite Inès comme une leçon apprise par cœur. 23 ans, étudiante en histoire de l'art à la Sorbonne, père diplomate en poste à l'étranger, mère antiquaire, je vis seule dans un studio du 6e que mes parents me payent, pas riche mais pas pauvre, le genre de fille qui passe inaperçue tout en étant parfaitement à sa place. Elle a travaillé son accent, gommé les aspérités de sa banlieue, adouci ses voyelles, elle a lu Proust, enfin, essayé, regardé des documentaires sur l'art contemporain, appris par cœur les dernières expositions du Louvre. En 3 semaines, elle s'est construite une personnalité entière. La soirée a lieu au pavillon Gabriel, près des Champs-Élysées, nuit de gala pour l'espoir, organisée par la Fondation Marchand, 800 invités, champagne cristal, orchestre de chambre. Inès arrive vers 21h, ni trop tôt ni trop tard. L'endroit la coupe le souffle malgré elle. Lustres en cristal, dorures partout. Serveurs en gants blancs qui glissent entre les invités comme des fantômes stylés. Elle n'a jamais vu autant de diamants au mètre carré, autant de costumes qui coûtent plus cher que sa voiture. Champagne, mademoiselle. Un serveur lui tend une coupe, elle la prend avec le sourire qu'elle a répété devant son miroir. Celui qui dit « j'ai l'habitude », sans arrogance. Elle repère Denis Marchand au centre du salon principal, entouré d'un petit cercle d'admirateurs. 60 ans, mais encore séduisant. Il a cette prestance naturelle des hommes habitués à commander. Il parle avec animation d'un projet de rénovation urbaine. Ses mains dessinent des formes dans l'air. Lucas n'est nulle part en vue. Vous ne buvez pas. Une voix derrière elle. Inès se retourne et se trouve face à un homme d'une 50aine d'années, élégant, sourire commercial. Si, bien sûr, elle porte la coupe à ses lèvres. C'est juste. Impressionnant tout ça. Première fois chez les Marchands. L'homme la jauge discrètement. Je suis Philippe Desrosiers, consultant en communication pour la Fondation. Inès Dubois, étudiante. Elle lui serre la main avec la fermeté qu'elle a répétée. Une amie m'a invitée. Sandrine Moreau. Vous la connaissez peut-être. Ah, Sandrine, excellente organisatrice. Et que pensez-vous de notre petite soirée ? Inès sourit. Premier test réussi. Philippe Desrosiers la croit.
Elle fait partie du décor maintenant. C'est magnifique. Monsieur Marchand doit être fier de ce que sa fondation accomplit. Oh, Denis est un homme remarquable. Exigeant avec ses collaborateurs, mais d'une générosité, et son fils Lucas suit ses traces, même s'il traverse une période difficile. Inès tend l'oreille. Une période difficile. Philippe baisse la voix. Entre nous, le garçon a eu quelques problèmes personnels ces dernières années, mais Denis s'occupe de tout. C'est un père formidable, très protecteur. Il est là ce soir, Lucas. Il devait venir, mais... Philippe hausse les épaules. Vous savez ce que c'est, les jeunes hommes de son âge. Parfois, ils préfèrent d'autres distractions. Inès hoche la tête, compatissante. C'est dommage, j'aurais aimé le rencontrer. Oh, vous aurez d'autres occasions. Denis organise souvent ce genre d'événements. Et puis, si vous vous intéressez vraiment à notre action, Philippe lui tend sa carte. N'hésitez pas à m'appeler. Nous cherchons toujours de jeunes bénévoles motivés. Le reste de la soirée passe dans un brouillard d'observations minutieuses. Inès circule, écoute, mémorise. Elle identifie les proches de Denis, ses collaborateurs, ses amis de longue date. Elle note leurs habitudes, leurs relations, leurs petites manies. Vers minuit, alors qu'elle s'apprête à partir, elle aperçoit Denis près du vestiaire. Il parle au téléphone, visiblement agacé. « Non, Lucas, tu ne peux pas faire ça à chaque fois. Je me fous de tes états d'âme. Tu avais promis d'être là? Oui, je sais que c'est difficile, mais tu ne peux pas passer ta vie à te morfondre. » Il raccroche brutalement et se masse les tempes. Pour la première fois de la soirée, le masque du patriarche imperturbable craque. Inès voit un homme fatigué, inquiet, qui porte le poids de secrets trop lourds. « Monsieur Marchand », elle s'approche avec un sourire innocent. « Je voulais juste vous remercier pour cette magnifique soirée. » Denis se redresse immédiatement, le sourire de nouveau en place. « Ah, mademoiselle, Dubois. Inès Dubois, j'étais venue avec une amie de Sandrine Moreau. Enchante. » Il lui serre la main, son regard la détaille rapidement. « Vous avez aimé notre petit événement. Beaucoup. Votre fondation fait un travail remarquable. J'espère avoir l'occasion de vous aider un jour. Nous cherchons toujours de jeunes talents. » Denis sourit. Mais ses yeux restent froids. « Vous étudiez quoi exactement ? Histoire de l'art. Je fais un mémoire sur le mécénat contemporain. Intéressant ? Vous devriez rencontrer mon fils Lucas. Il s'intéresse beaucoup à l'art. Malheureusement, il n'a pas pu venir ce soir. Une autre fois peut-être. » Denis la regarde plus attentivement. « Vous savez quoi, mademoiselle Dubois ? Je donne une petite réception chez moi samedi prochain. Rien d'officiel, juste quelques amis. Lucas sera là, si ça vous dit. » Le cœur d'Inès s'emballe, mais elle garde un visage impassible. Ce serait avec plaisir. Denis lui tend sa carte personnelle. « Appelez ma secrétaire lundi. Elle vous donnera tous les détails. » Dans le taxi qui la ramène chez elle, Inès regarde la carte dorée entre ses doigts. Denis Marchand, président-directeur général. Au verso, une adresse dans le 16e arrondissement. Elle a réussi. En une soirée, elle s'est infiltrée dans le cercle des marchands. Samedi prochain, elle sera chez eux. Elle rencontrera Lucas. Elle rencontrera l'homme qui a tué son père. Les jours précédant la réception chez Denis Marchand s'étirent comme une éternité. Inès jongle entre ses deux emplois, les visites à l'hôpital et l'obsession grandissante qui dévore ses nuits. Elle dort mal, mange peu et commence à perdre du poids. Marcel s'inquiète. Mireille pose des questions qu'elle évite de répondre. « Tu es sûre que tout va bien, ma chérie ?» Sa mère la regarde avec cette perspicacité douloureuse des malades qui ont trop de temps pour observer. « Tu as une drôle de tête ces derniers temps. C'est juste la fatigue. »« Maman !» Inès ajuste l'oreiller derrière le dos de Mireille. « Les médecins ont dit que tes derniers résultats étaient encourageants. Non, c'est ça qui compte. » Mireille lui prend la main. « Inès, tu sais que tu peux tout me dire. Même si je suis malade, je reste ta mère. Je sais. » Inès évite son regard. « Tout va bien, promis. Mais rien ne va bien. » Chaque détail de son plan l'angoisse. Et si Denis la démasquait? Et si quelqu'un reconnaissait en elle la fille de Michel Fontaine? Les marchands ont peut-être gardé des photos du dossier de police, des éléments qu'elle ne connaît pas. Le mercredi, en servant au restaurant, elle entend de nouveau parler de Lucas. 2 clients, visiblement du même milieu social que les marchands, évoquant ces derniers écarts. Il était complètement bourré au Ritz dimanche dernier.
dit une femme aux cheveux argentés. Il délirait, parlait de fantômes qui le poursuivaient, c'était gênant. Denis doit être au bout du rouleau, répond son compagnon. On dit qu'il envisage de l'envoyer en cure. En Suisse, paraît-il. Inès manque de renverser l'assiette qu'elle porte. Une cure en Suisse. Si Lucas disparaît maintenant, elle n'aura peut-être jamais d'autre chance. Il faut qu'elle agisse vite. Samedi soir sera peut-être sa seule opportunité. Le jeudi, elle reçoit un appel de la secrétaire de Denis. « Mademoiselle Dubois, Monsieur Marchand m'a demandé de vous confirmer pour samedi, 20h, tenue de cocktail. L'adresse est au 47 avenue Foch. » Avenue Foch, l'une des adresses les plus prestigieuses de Paris. Inès griffonne l'information sur un bout de papier. La main tremblante. « Y a-t-il quelque chose de particulier que je doive savoir ? » ?»« Non, rien de spécial. Une vingtaine d'invités, ambiance décontractée. Monsieur Marchand aime recevoir simplement. Simplement, chez les marchands. Simplement, signifie probablement champagne millésimé et canapé au caviar. Le vendredi soir, Inès fait répéter Sandrine une dernière fois. « Tu te souviens de ton histoire. Parents diplomates, studio dans le 6e, mémoire sur le mécénat. » Inès récite sans réfléchir. « Sandrine, et si ça ne marche pas ? Ça va marcher. Tu es devenue quelqu'un d'autre, Inès. Même moi, j'ai du mal à reconnaître la fille que j'ai connue au lycée. C'est exactement ça qui l'inquiète. En se construisant cette nouvelle identité, elle a l'impression de perdre des morceaux d'elle-même. Parfois, devant son miroir, elle ne sait plus très bien qui la regarde. « Tu es sûre de ce que tu fais ?» insiste Sandrine. « Parce qu'une fois que tu auras franchi cette porte, il n'y aura plus de retour en arrière. » Je sais, Inès enfile ses boucles d'oreilles en perles. Mais je dois le faire, pour papa, pour maman, pour nous. Le samedi, elle passe l'après-midi à l'hôpital. Mireille dort beaucoup maintenant, épuisée par la chimio. Inès la regarde respirer, si fragile dans ce lit blanc, et sans sa détermination se renforcer. Chaque souffle de sa mère lui coûte une fortune. Chaque jour de traitement supplémentaire creuse un peu plus leurs dettes, tout ça à cause d'un salaud qui a pris la fuite. « Je vais les faire payer, maman », murmure-t-elle en embrassant le front de Mireille. « Je te le promets, à 19h30. » Elle se regarde une dernière fois dans le miroir de sa chambre, robe cocktail noire, maquillage discret, sourire parfait. Elle ressemble à tout sauf à une serveuse de banlieue qui plot sa vengeance. L'hôtel particulier des marchands la coupe le souffle. Façade haussmannienne, portail en fer forgé, jardin à la française éclairé par des spots discrets. Un valet en gants blancs ouvre la porte, prend son manteau sans un mot. Mademoiselle Dubois. Denis Marchand l'accueille dans le hall d'entrée, smoking parfait, sourire de maître de maison. Ravi de vous revoir. Merci de m'avoir invité. Monsieur Marchand, votre maison est magnifique. Ma femme avait bon goût. Malheureusement, elle nous a quittés il y a 10 ans. Une ombre passe dans ses yeux. Venez, je vais vous présenter à quelques amis. Le salon principal pourrait contenir son appartement entier, tableaux de maître, meubles d'époque, tapis persans. Une vingtaine d'invités bavardent en sirotant du champagne. Inès reconnaît quelques visages aperçus dans les pages Société des magazines. « Alors, mademoiselle Dubois ?» dit un homme chauve en la regardant avec intérêt. « Denis nous dit que vous étudiez l'art, l'histoire de l'art. »« Oui, je m'intéresse particulièrement au mécénat contemporain. Passionnant, et que pensez-vous de la collection de Denis ?» Inès jette un coup d'œil aux œuvres qui ornent les murs. Elle a fait ses devoirs, étudié les goûts artistiques de Denis Marchand. « J'admire particulièrement ceux du Buffet, » dit-elle en désignant une toile colorée. L'art brut a cette force émotionnelle que n'ont pas toujours les œuvres plus académiques. L'homme hoche la tête. Impressionné. Denis sourit avec satisfaction. « Vous devriez discuter avec mon fils Lucas. Il a hérité de la passion familiale pour l'art. D'ailleurs, il ne devrait plus tarder, comme s'il l'avait appelé. Lucas Marchand fait son entrée. 28 ans. Grand, brun, beau dans le genre ténébreux des héros romantiques. Mais quelque chose cloche. Ses gestes sont trop lents, son regard trop brillant. Il a déjà bu. « Ah, Lucas !» Denis va vers son fils. La mâchoire légèrement crispée. « Je te présente Inès Dubois, une jeune femme charmante qui s'intéresse à l'art. » Lucas lui serre la main. Sa paume est moite. Ses doigts tremblent imperceptiblement. « Enchante !» dit-il d'une voix un peu pâteuse. « Vous étudiez quoi exactement ?»« L'histoire de l'art à la Sorbonne. »« Ah, la Sorbonne !» Il sourit. «
mais c'est un sourire triste. J'y ai fait mes études aussi, Sciences Po, puis un master en gestion, pour reprendre l'empire familial. Vous comprenez? Il y a de l'amertume dans sa voix. Denis pose une main ferme sur l'épaule de son fils. Lucas traverse une période un peu difficile, explique-t-il à Inès avec un sourire forcé. Mais ça va s'arranger, n'est-ce pas mon fils? Bien sûr, papa. Tout s'arrange toujours dans la famille Marchand. La tension entre eux est palpable. Inès sent qu'elle assiste à un numéro rodé, une façade parfaite qui cache des fissures profondes. « Excusez-moi », dit Lucas en s'éloignant vers le bar. « Je vais me chercher un verre. » Denis le suit du regard, les mâchoires serrées. Il faut l'excuser, il a eu quelques déconvenues ces dernières années. « Nous en avons tous », répond Inès doucement. Certaines plus lourdes que d'autres. Denis la regarde intensément. « Vous savez, mademoiselle Dubois, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de compréhensif, quelqu'un qui ne juge pas. J'essaie de ne pas juger, en effet. C'est rare, de nos jours, surtout chez les jeunes femmes de votre génération. » Il se rapproche légèrement. Lucas aurait besoin de quelqu'un comme vous, quelqu'un de pur, de sincère, quelqu'un qui pourrait l'aider à retrouver le droit chemin. Il y a quelque chose de dérangeant dans son regard, une intensité qui met Inès mal à l'aise. Je ne suis pas sûre de comprendre. Oh, vous comprenez très bien. Denis sourit, et ce sourire la glace. Vous êtes intelligente, mademoiselle Dubois, et j'ai le sentiment que nous pourrions nous entraider. Avant qu'elle puisse répondre, Lucas revient, un whisky à la main. Il a bu plusieurs gorgées pendant sa courte absence. « De quoi parlez-vous » demande-t-il en fixant son père avec défiance. « De rien d'important » répond Denis. Mademoiselle Dubois et moi faisions connaissance. Le reste de la soirée passe dans un étrange ballet. Denis multiplie les allusions, les sous-entendus. Lucas boit de plus en plus, devient de plus en plus instable. Et Inès, au centre de ce jeu dangereux, commence à comprendre qu'elle s'est peut-être jetée dans une fosse aux serpents. Vers minuit, alors qu'elle s'apprête à partir, Denis la raccompagne personnellement. « J'espère vous revoir bientôt, mademoiselle Dubois », dit-il en l'aidant à enfiler son manteau. Très bientôt, il glisse discrètement une carte dans sa poche. « Appelez-moi, nous avons à discuter. » La carte que Denis a glissée dans sa poche brûle les doigts d'Inès pendant tout le trajet de retour. Une fois chez elle, elle la sort avec des mains tremblantes. Au recto, ses coordonnées personnelles. Au verso, un message manuscrit. « Appelez-moi demain. Nous avons une proposition à vous faire. DM. » Une proposition. Les mots résonnent dans sa tête comme un glas. Elle comprend maintenant pourquoi Denis l'a observé avec tant d'insistance. Pourquoi il a parlé de quelqu'un de pur. Pour son fils, l'idée la révulse, mais elle réalise aussi que c'est peut-être exactement l'ouverture qu'elle cherchait. Le dimanche matin, elle appelle le numéro personnel de Denis. Il décroche à la première sonnerie, comme s'il attendait son appel. « Mademoiselle Dubois, j'espérais avoir de vos nouvelles. Votre message, je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous attendez de moi. Retrouvons-nous pour en discuter. Connaissez-vous le café de Flore, boulevard Saint-Germain? Dans 1 heure. 1 heure plus tard, Inès est assise face à Denis Marchand dans l'un des cafés les plus célèbres de Paris. Il a commandé 2 cafés, mais aucun d'eux n'y touche. « Vous êtes direct, j'aime ça », commence Denis en la regardant droit dans les yeux. « Alors je vais être direct aussi. Mon fils a des problèmes graves qui menacent l'avenir de notre famille. » Quel genre de problème? Lucas boit trop. Il sombre dans une dépression que je n'arrive plus à contrôler. Il a besoin d'une motivation, d'une raison de s'en sortir. Denis se penche vers elle. « Vous lui avez plu hier soir. Je l'ai vu vous regarder, pour la première fois depuis longtemps. J'ai vu une étincelle dans ses yeux. » Inès sent son estomac se nouer. « Monsieur Marchand, je ne suis pas 1 million d'euros. » Les mots tombent comme une gifle. Inès reste bouche bée. 1 million d'euros pour passer une nuit avec mon fils. Une seule nuit, vous lui redonnez goût à la vie, vous lui montrez qu'il peut encore séduire une femme comme vous. Vous me proposez de me prostituer. Je vous propose de sauver un homme qui se noie. Denis sort une photo de son portefeuille. Lucas a 20 ans, souriant, plein de vie. Voilà qui il était avant. Voilà qui il pourrait redevenir avec votre aide. Inès regarde la photo, et pour la première fois, elle voit Lucas non pas comme le monstre qui a tué son père, mais comme un homme détruit. L'ironie la frappe. Denis lui offre 1 million d'euros pour sauver celui qu'elle veut détruire. « C'est une somme considérable pour une nuit, dit-elle lentement. J'ai les moyens.
Et j'aime mon fils, malgré ses défauts. 1 million d'euros. De quoi payer tous les traitements de sa mère, de quoi vivre sans compter pendant des années, et surtout, l'occasion rêvée de se retrouver seule avec Lucas, de lui faire payer ce qu'il a fait, et si je refuse, vous ne refuserez pas. Denis sourit. J'ai fait quelques recherches sur vous. Mademoiselle Dubois, ou plutôt, Mademoiselle Fontaine. Le sang d'Inès se glace. Il sait, il a toujours su. Inès Fontaine, 22 ans, serveuse au café chez Marcel et au restaurant Le Petit Marché. Mère atteinte d'un cancer en phase terminale, père décédé dans un accident de la route il y a 3 ans. Denis pose une enveloppe sur la table. Photos de vous au travail, documents d'identité, dossier médical de votre mère, j'ai tout. Pourquoi ? La voix d'Inès n'est qu'un souffle. Parce que je protège ma famille. Quand une inconnue s'intéresse soudainement à nous, je me renseigne. Quand cette inconnue s'appelle Fontaine, comme la victime d'un accident que mon fils a causé, je creuse plus profond. Vous savez donc que je sais que mon fils a tué votre père. Oui, je sais que vous voulez votre vengeance. Et je vous offre une alternative. Denis se penche encore plus près. 1 million d'euros, mademoiselle Fontaine. De quoi soigner votre mère, de quoi refaire votre vie. Tout ce que vous avez à faire, c'est passer une nuit avec Lucas et oublier cette histoire de vengeance. Et si je refuse, si je vais voir la police, avec quelle preuve? L'enquête a été classée il y a longtemps, et qui croira une serveuse de banlieue contre la parole d'un homme comme moi? Il sort un autre document de l'enveloppe. De plus, votre mère ne bénéficie plus de la sécurité sociale depuis 3 mois. Problème administratif, paraît-il. Il faudrait peut-être régulariser sa situation rapidement, non? La menace est claire. Denis a les moyens de détruire ce qui reste de sa vie. Vous êtes un monstre, murmure Inès. Je suis un père qui protège son fils. Et un homme d'affaires qui résout les problèmes. Denis range les documents. Alors, que décidez-vous? Inès ferme les yeux. 1 million d'euros contre une nuit avec l'assassin de son père, l'argent qui pourrait sauver sa mère contre sa dignité, sa vengeance contre sa survie. Je veux l'argent avant. Bien sûr, dès que vous aurez accepté, et comment puis-je être sûr que vous tiendrez parole, Denis sort un chéquier et signe un chèque sous ses yeux, 1 million d'euros, au nom d'Inès Fontaine. Vendredi prochain, Hôtel Plaza Athénée, suite présidentielle, Lucas vous y attendra à 20h, vous passerez la nuit avec lui. Vous lui montrerez qu'il peut encore plaire à une femme comme vous, et après, vous disparaîtrez de nos vies. Inès prend le chèque. Le papier tremble entre ses doigts. Une dernière chose, ajoute Denis. Lucas ne doit jamais savoir qui vous êtes vraiment. Pour lui, vous resterez Inès Dubois, l'étudiante en art qui s'était prise de lui, compris? Parfait. Denis se lève. Vous avez fait le bon choix, mademoiselle Fontaine. Votre mère pourra recevoir les meilleurs soins et vous pourrez continuer votre vie en paix. Après son départ, Inès reste seule à la table, le chèque serré dans sa main. Autour d'elle, les conversations continuent. La vie suit son cours, mais pour elle, tout vient de basculer. Elle a vendu son corps pour 1 million d'euros. Elle va passer une nuit avec l'homme qui a tué son père, et pendant cette nuit, elle aura l'occasion parfaite de lui faire payer son crime. Denis croit acheter son silence. Il ne sait pas qu'il vient de lui offrir sa vengeance sur un plateau d'argent. Le soir même, Inès se rend à la pharmacie et achète un somnifère puissant, pas assez pour tuer, mais assez pour laisser Lucas inconscient pendant des heures, assez pour le photographier dans des positions compromettantes, pour détruire sa réputation, pour anéantir sa vie comme il a anéanti la sienne. Je vais te faire payer, Lucas Marchand, murmure-t-elle en regardant les pilules. Tu vas connaître la douleur que tu m'as infligée. Vendredi soir, Plaza Athénée, suite présidentielle. L'heure de la vérité approche. Le vendredi arrive plus vite qu'Inès ne l'aurait voulu. Elle passe la journée dans un état second, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Au café, elle renverse 3 fois du café, casse une tasse, oublie les commandes. Marcel la renvoie chez elle en milieu d'après-midi. « Va te reposer, ma petite. Tu n'es pas dans ton assiette aujourd'hui. » Si seulement il savait où elle va passer la soirée. À 17h, elle se prépare méthodiquement. Douche, maquillage discret, robe noire simple mais élégante. Dans son sac, elle glisse les somnifères écrasés dans un petit sachet, son téléphone pour les photos et une lettre qu'elle a écrite pour sa mère au cas où les choses tourneraient mal. « Je t'aime.
Maman, murmure-t-elle en regardant la photo de Mireille sur sa table de nuit. Tout ça, c'est pour toi et pour papa. Le Plaza Athénée lui fait l'effet d'un palais. Marbre blanc, dorure, lustres en cristal. Elle donne son nom à la réception et on l'accompagne discrètement jusqu'aux ascenseurs. Suite présidentielle, dernier étage, la porte s'ouvre sur un appartement somptueux, salon avec vue sur les Champs-Élysées, chambre avec lit king size, salle de bain en marbre rose, sur la table basse, une bouteille de champagne dans un seau à glace et 2 flûtes. Lucas n'est pas encore arrivé. Inès fait le tour de la suite, répère les sorties, vérifie que les rideaux peuvent bien masquer la vue depuis l'extérieur. Elle sort les somnifères de son sac et les verse dans l'une des flûtes de champagne. Quelques granules blancs se dissolvent rapidement dans les bulles. À 20h15, on frappe à la porte. Inès ouvre, le cœur battant. Lucas Marchand se tient devant elle. Mais ce n'est plus l'homme élégant qu'elle a rencontré chez son père. Il porte un costume froissé. Ses cheveux sont ébouriffés. Ses yeux injectés de sang. Il empeste l'alcool. « Bonsoir Inès », dit-il d'une voix pâteuse. « Désolé du retard. J'ai dû me donner du courage. » Il entre en vacillant légèrement. Inès referme la porte, les mains tremblantes. « Vous allez bien ?» Lucas éclate d'un rire amer. « Bien. Non, je ne vais pas bien. Mais on m'a dit que vous pourriez m'aider à aller mieux. » Il s'effondre dans le canapé, la tête entre les mains. « Vous savez pourquoi vous êtes là, n'est-ce pas? Mon père vous a tout expliqué. Il m'a dit que vous traversiez une période difficile. Une période difficile. » Lucas relève la tête et la regarde avec des yeux pleins de souffrance. C'est comme ça qu'il appelle ça, une période difficile. Il se lève, se dirige vers la bouteille de champagne. Inès retient son souffle quand il prend les 2 flûtes. « Vous buvez ?» demande-t-il en commençant à servir. « Oui, merci. » Lucas remplit les 2 verres et lui en tend un, celui avec les somnifères, mais au lieu de prendre l'autre, il repose la flûte sur la table et va directement au minibar. « En fait, non, ce soir, j'ai besoin de quelque chose de plus fort. » Il sort une bouteille de whisky et la débouche. Inès regarde avec désespoir la flûte empoisonnée qui reste intacte sur la table. « Vous êtes sûr que c'est raisonnable ?» demande-t-elle en essayant de masquer sa déception. « Raisonnable. » Lucas boit une gorgée au goulot. « Rien de ce que je fais n'est raisonnable depuis 3 ans. » 3 ans, l'accident. Que s'est-il passé il y a 3 ans? Lucas la regarde longuement, comme s'il hésitait à parler. Puis il boit une autre gorgée et s'assoit lourdement. « J'ai tué quelqu'un. » Les mots tombent comme des pierres dans le silence de la suite. Inès sent son cœur s'arrêter. « Qu'est-ce que vous dites? J'ai tué quelqu'un, » répète Lucas plus fort. « Un homme bien, probablement. Un père de famille. Et j'ai pris la fuite comme un lâche. » Il boit encore. Ses gestes deviennent de plus en plus désordonnés. C'était un soir de novembre. J'étais bourrée. Je sortais d'un gala de charité. Ironique, non. Un gala de charité. Il ricane amèrement. Je roulais trop vite. Je n'ai pas vu le feu rouge. Et cet homme, il traversait tranquillement. Il rentrait sûrement chez lui, vers sa famille. Inès a l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Lucas avoue, il avoue tout, spontanément, sans qu'elle s'ait rien demandé. « Pourquoi vous me racontez ça? Parce que vous êtes là pour me sauver, non? C'est ce que mon père vous a dit. » Lucas la regarde avec un sourire désabusé. « Alors, autant que vous sachiez à qui vous avez affaire, je suis un assassin. » Il se lève. Fait les 100 pas dans le salon comme un animal en cage. « Vous savez ce qui est le plus terrible. Ce n'est pas le fait de l'avoir tué. C'est le fait d'avoir eu si peur que j'ai fui. J'ai abandonné cet homme sur le bitume et je suis rentrée chez moi comme si de rien n'était. Et après, papa s'est occupé de tout. Il a fait disparaître les preuves, acheté le silence des témoins, orienté l'enquête. L'affaire a été classée sans suite. Lucas boit encore. Justice pour tous, n'est-ce pas? Inès sent la colère monter en elle. Toutes ces années de recherche, d'angoisse, de frustration. Et voilà que Lucas lui déballe tout comme s'il se confessait. « Mais vous, ça vous a rongé? » « Rongé ?» Lucas éclate de rire. « J'ai arrêté de dormir, je me suis mis à boire pour oublier, et dans mes cauchemars, je vois toujours son visage. Enfin, ce que j'imagine de son visage, parce que je n'ai même pas eu le courage de regarder ce que j'avais fait. » Il s'approche d'Inès. Et elle sent l'odeur de whisky dans son haleine. « Vous voulez toujours me sauver. Vous voulez toujours passer la nuit avec un meurtrier. » Inès ne sait plus quoi dire.
Son plan s'effrite face à elle. Ce n'est plus le fils de riche arrogant qu'elle imaginait, mais un homme brisé par la culpabilité. Lucas retourne vers le minibar, prend une autre bouteille. Il titube maintenant, complètement ivre. Mon père pense qu'une femme comme vous peut me remettre sur le droit chemin. Une femme pure, innocente. Si seulement il savait quoi? Que je suis foutu, que rien ni personne ne peut me sauver. Il s'effondre de nouveau sur le canapé. Je mérite de crever, vous comprenez? Je mérite de payer pour ce que j'ai fait. Inès le regarde, partagée entre la compassion et la haine. Cet homme a détruit sa vie, mais il se détruit lui-même depuis 3 ans. Comment s'appelait-il? Demande-t-elle doucement. Qui? L'homme que vous avez tué? Vous connaissez son nom. Lucas secoue la tête. Papa ne me l'a jamais dit. Il disait que c'était mieux comme ça, que je pourrais plus facilement oublier. Michel, dit Inès. Il s'appelait Michel Fontaine. Lucas relève brusquement la tête. Comment vous? Inès sort lentement la photo de son père de son sac. La même qu'elle garde toujours sur elle, celle où Michel sourit devant son camion de livraison. Parce que c'était mon père. Le silence qui suit semble durer une éternité. Lucas regarde la photo, puis le visage d'Inès, puis de nouveau la photo. Ses traits se décomposent. Non, non, ce n'est pas possible. Si, Inès sent les larmes couler sur ses joues. Michel Fontaine, 48 ans, chauffeur-livreur, père aimant et mari dévoué. Vous l'avez tué le 15 novembre 2021, rue de la République, à minuit 45. Lucas lâche la bouteille, qui se brise sur le sol. Il tombe à genoux devant elle. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez détruit ma famille, dit Inès d'une voix brisée. Ma mère se meurt d'un cancer que nous ne pouvons pas soigner. Je travaille 18 heures par jour pour payer ses médicaments. Et vous continuez votre petite vie de riche pendant que nous, on crève. Lucas sanglote maintenant, les mains cramponnées à ses cheveux. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Appelez la police, je vous en supplie. Livrez-moi. Faites-moi payer. Inès le regarde s'effondrer complètement et sent quelque chose se briser en elle aussi. Sa vengeance parfaite s'évapore. Face à elle, il n'y a plus qu'un homme détruit par le remords. C'est trop tard pour les excuses, dit-elle dans un souffle. Lucas reste à genoux sur le sol de marbre, secoué de sanglots. Les morceaux de verre de la bouteille brisée scintillent autour de lui, comme des larmes figées. Inès le regarde, paralysée entre la satisfaction de voir son ennemi à terre et une compassion qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. 3 ans, murmure Lucas sans lever la tête. 3 ans que je vis avec ça. 3 ans que je me réveille en sursaut en pensant à lui. Et maintenant je connais son visage. Il regarde la photo de Michel que tient encore Inès, comme s'il voulait graver chaque détail dans sa mémoire. Il avait l'air d'un homme bien. C'était un homme bien. La voix d'Inès tremble. Le meilleur des hommes. Il travaillait dur. Il nous aimait. Il ne méritait pas de mourir écrasé par quelqu'un comme vous. Non, il ne méritait pas. Lucas se relève péniblement, s'appuie contre le mur. Et moi, je ne mérite pas de vivre avec ce que j'ai fait. Il la regarde droit dans les yeux. Et pour la première fois depuis son arrivée, son regard est clair malgré l'alcool. Que voulez-vous? Que voulez-vous que je fasse? Inès sent le vertige la prendre. Pendant 3 ans, elle avait imaginé ce moment, Lucas à ses pieds, suppliant, prêt à tout pour obtenir son pardon. Mais dans ses rêves de vengeance, elle n'avait jamais prévu qu'il serait déjà en train de se détruire lui-même. « Je voulais vous faire souffrir, » dit-elle lentement. « Je voulais que vous payiez pour ce que vous avez fait à ma famille. Alors faites-le. » Lucas s'avance vers elle. « Appelez la police. Dites-leur tout. Je témoignerai. Je confesserai. Je raconterai comment mon père a étouffé l'affaire. Votre père. » Inès se souvient soudain. Denis Marchand, l'homme qui a orchestré le silence, qui a acheté sa participation à cette mascarade. Il sait que je suis ici. Il sait qui je suis vraiment. Quoi? Lucas fronce les sourcils. Déstabilisé? Votre père m'a proposé 1 million d'euros pour passer cette nuit avec vous. Il sait que je suis la fille de Michel Fontaine. Il a tout organisé. Le visage de Lucas se durcit. Ce salaud, ce putain de salaud manipulateur. Il se dirige vers le téléphone de la suite, mais Inès l'arrête. Attendez, si vous l'appelez maintenant, je me fous de ce qu'il dira. Vous croyez qu'il va nous laisser partir comme ça?
Mon père ne laisse jamais rien au hasard, comme pour lui donner raison. Le téléphone sonne, Lucas et Inès se regardent, le même pressentiment les glaçant. Lucas décroche. « Allô? Mon fils ?» La voix de Denis résonne dans le haut-parleur, froide et calculatrice. « J'espère que votre soirée se passe bien. Papa, il faut qu'on parle. »« Oh, mais nous parlons, Lucas, et je sais exactement de quoi tu as envie de parler. » Denis marque une pause. « Mademoiselle Fontaine t'a révélé qui elle était vraiment, n'est-ce pas ?» Inès sent son sang se glacer. Il écoutait. Il les surveillait. « Comment tu sais ça ?» demande Lucas. « Parce que je connais les gens, mon fils. Je savais qu'elle finirait par craquer, par révéler sa véritable identité, et je savais que toi, dans ton état, tu lui avouerais tout. » Lucas regarde Inès avec horreur. « Tu nous as piégés. J'ai résolu un problème. » La voix de Denis reste imperturbable. « Mademoiselle Fontaine voulait sa vengeance. Tu voulais confesser tes péchés. Je vous ai donné l'occasion de vous retrouver. Maintenant, vous allez pouvoir régler cette affaire entre vous. Définitivement. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je veux dire que cette histoire s'arrête ce soir, d'une manière ou d'une autre. » Le silence qui suit est lourd de menaces. Inès comprend qu'ils sont pris au piège, que Denis a prévu tous leurs mouvements. « Tu as posté des hommes dehors ?» demande Lucas. « Bien sûr, pour votre sécurité, officiellement, mais ils ont des instructions très précises. » Denis soupire. « Lucas, mon fils, tu m'as déçu bien des fois, mais ce soir, tu as l'occasion de racheter tes erreurs. De quelle façon ? Mademoiselle Fontaine représente un danger pour notre famille. Elle pourrait parler, révéler ce qui s'est passé il y a 3 ans, à moins qu'elle n'ait plus la possibilité de le faire. » Inès sent la terreur l'envahir. Denis suggère-t-il ce qu'elle croit comprendre. « Tu es en train de me demander de la tuer. » La voix de Lucas monte dans les aigus. « Je te demande de protéger ta famille, comme j'ai toujours protégé la mienne. » « Non !» Lucas raccroche brutalement. Il se tourne vers Inès, le visage livide. « Il faut partir, tout de suite. » Ou « Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Il y a des hommes dehors. » Lucas réfléchit rapidement. Son ivresse semble s'être évaporée d'un coup. « L'escalier de service, par les cuisines de l'hôtel, je connais le directeur. Il me doit des services. » Il se dirige vers la porte, mais celle-ci s'ouvre avant qu'il l'atteigne. 2 hommes en costume noir entrent, l'air déterminé. « Monsieur Marchand, » dit l'un d'eux poliment. « Votre père souhaite vous voir, ainsi que mademoiselle. »« On ne bouge pas d'ici, » répond Lucas en se plaçant devant Inès. « Je crains que ce ne soit pas une proposition. » L'homme écarte sa veste, révélant un holster. Lucas recule instinctivement. « Très bien, mais laissez-la tranquille, cette histoire. C'est entre mon père et moi. Désolé, monsieur. Nous avons nos ordres. » 15 minutes plus tard, ils sont escortés vers une limousine garée dans le parking souterrain de l'hôtel. Denis les attend à l'intérieur. Aussi élégant que d'habitude, comme s'il allait à l'opéra. « Mes enfants, » dit-il avec un sourire qui glace le sang. « Asseyez-vous. » Lucas et Inès prennent place face à lui. Les 2 hommes s'installent de chaque côté. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» demande Lucas. « Ce que j'aurais dû faire il y a 3 ans. » Denis regarde Inès avec un mélange de regret et de détermination. « Mademoiselle Fontaine, vous aviez votre chance, 1 million d'euros pour oublier le passé, mais vous avez préféré jouer les justicières. Je voulais juste la vérité. La vérité, » Denis éclate de rire. « La vérité, c'est que votre père était au mauvais endroit, au mauvais moment. La vérité, c'est que mon fils a commis une erreur de jeunesse. Et la vérité, c'est que certaines erreurs se paient plus cher que d'autres. Tu ne peux pas faire ça, » dit Lucas. « Je ne te laisserai pas faire. Tu n'as pas le choix, mon fils. Soit tu m'aides à régler ce problème, soit tu deviens partie du problème. » Denis sort un pistolet de sa veste, un petit calibre. Discret mais efficace. « Accident tragique, » explique-t-il calmement. « Crime passionnel qui a mal tourné. Le fils du milliardaire et sa maîtresse retrouvés morts dans une suite d'hôtels. Les journaux vont se régaler. Tu es fou, » souffle Lucas. « Je suis pragmatique. » Denis arme le pistolet. Cette famille a un héritage à protéger. Et je ne laisserai personne le détruire. Inès ferme les yeux. Après 3 ans de quête, tout se termine comme ça, dans le parking d'un hôtel de luxe, assassiné par l'homme qui a protégé le meurtrier de son père. Attendez. Lucas tend la main vers son père. Il y a une autre solution. Laquelle ? Je me livre à la police. Je confesse tout. L'accident, l'étouffement de l'affaire, tout. Vous tombez avec moi.
Mais mademoiselle Fontaine reste en vie. Denis le regarde longuement. Tu détruirais tout ce pour quoi j'ai travaillé, pour sauver une innocente. Oui, elle n'est pas innocente, Lucas. Elle est venue ici pour te détruire. Et elle en avait le droit. Lucas hausse la voix. J'ai tué son père. Elle a le droit de vouloir justice. Inès ouvre les yeux, surprise par la véhémence de Lucas. Il la défend. L'homme qui a détruit sa vie la défend contre son propre père. Denis réfléchit, le pistolet toujours braqué sur eux. Il y a peut-être une troisième option. Une troisième option? Lucas regarde son père avec méfiance. Laquelle? Denis range lentement son pistolet, mais ses hommes restent en alerte. Tu te livres à la police, comme tu l'as dit, mais pas tout de suite. Pas avant que nous ayons négocié les termes. Quels termes? Demande Inès. Mademoiselle Fontaine obtient justice, mais de façon contrôlée. Lucas purge une peine réduite. Manslaughter, pas meurtre. 2 ou 3 ans maximum. En échange, elle s'engage à ne jamais révéler l'étendue de ma participation dans l'étouffement de l'affaire. « Et si je refuse ?» dit Inès. Denis sourit froidement. « Alors nous revenons à l'option précédente. » Lucas secoue la tête. « Papa, tu ne comprends pas. Je ne veux pas d'arrangement. Je veux payer le prix complet de ce que j'ai fait. Ne sois pas stupide, Lucas, avec un bon avocat. » Non. Lucas frappe du poing sur l'accoudoir. Plus d'avocats, plus de pots de vin, plus de mensonges. Je veux que tout sorte au grand jour. Le silence tombe dans la limousine. Denis observe son fils comme s'il le voyait pour la première fois. Tu réalises ce que tu dis. Tu détruirais l'empire familial pour... Pourquoi? Pour apaiser ta conscience. Pour faire ce qui est juste. Juste. Denis éclate d'un rire amer. Qu'est-ce qui est juste là-dedans? Détruire 3 générations de travail pour un accident. Ce n'était pas un accident, crie Lucas. J'étais ivre. J'ai pris la fuite. Et vous avez étouffé l'enquête. Il n'y a rien d'accidentel là-dedans. Inès regarde cette confrontation entre père et fils avec fascination. Pendant 3 ans, elle avait imaginé les marchands comme un bloc uniforme de privilèges et d'arrogance. Elle découvre une famille déchirée par un secret trop lourd. « Très bien, » dit finalement Denis. « Si tu veux absolument tout avouer, fais-le. Mais je ne tomberai pas avec toi. »« Vous tombez déjà, » intervient Inès. « Je sais tout. Les témoins achetés, les preuves dissimulées, les pressions sur la police. Si Lucas témoigne, vous êtes fini. » Denis la regarde avec un respect nouveau. « Vous avez mené votre enquête minutieusement, mademoiselle Fontaine. J'ai eu 3 ans pour le faire. Et maintenant, qu'attendez-vous exactement ?» Inès hésite. Pendant si longtemps, elle n'avait qu'un objectif, faire payer les responsables de la mort de son père. Mais maintenant, face à Lucas qui semble sincèrement rongé par le remords, face à Denis qui se révèle être un homme froid, mais qui aime son fils à sa façon, elle ne sait plus très bien ce que signifie justice. « Je veux que mon père ait droit à la vérité, » dit-elle finalement. « Je veux que les gens sachent ce qui lui est arrivé. Et ensuite, je ne sais pas. » La limousine s'arrête. Ils sont devant l'hôtel particulier des marchands. Denis fait signe à ses hommes de sortir. Nous allons continuer cette conversation à l'intérieur, dans un cadre plus civilisé, dans le grand salon où Inès avait été reçue en invitée quelques jours plus tôt. L'atmosphère est maintenant glaciale. Denis se sert un cognac. Lucas refuse l'alcool pour la première fois depuis longtemps. Inès reste debout près de la fenêtre. « Très bien, » dit Denis en s'installant dans son fauteuil de cuir. « Supposons que Lucas se rende à la police demain matin. Supposons qu'il avoue tout. Qu'est-ce que cela change vraiment? Cela rend justice à mon père. Votre père restera mort. Et ma famille sera détruite. C'est un prix acceptable, » répond Inès. « Pour vous, peut-être. Mais pensez-vous vraiment que votre père aurait voulu que sa mort provoque tant de destruction? » Inès se fige. Denis vient de toucher un point sensible. Michel Fontaine était un homme bon, généreux, qui ne souhaitait de mal à personne. N'essayez pas de manipuler mes souvenirs de lui. Je ne manipule rien, je pose juste une question. Denis se lève, s'approche d'elle. Votre père était chauffeur-livreur, n'est-ce pas? Un homme du peuple, le genre d'homme qui croit à la rédemption plutôt qu'à la vengeance. Taisez-vous. Le genre d'homme qui préférerait voir son meurtrier se racheter plutôt que pourrir en prison. Lucas intervient. « Papa, arrêtez. Vous ne la connaissez pas. »« Mais si, je la connais. » Denis retourne s'asseoir. «
3 ans à enquêter, 3 ans à préparer sa vengeance. Et quand elle vous a vu vous effondrer tout à l'heure, qu'a-t-elle fait? Elle vous a consolé, parce qu'au fond d'elle-même, elle sait que vous souffrez déjà. Inès sent les larmes monter. Denis a raison, et elle le déteste pour ça. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Lucas se rend à la police, comme convenu. Il plaide coupable pour homicide involontaire et délit de fuite, avec les circonstances atténuantes, remords sincères, alcoolisme, dépression. Il écope de 3 à 5 ans. Et vous? Je négocie ma coopération avec la justice. Quelques mois de prison avec sursis, une amende substantielle. En échange, je finance intégralement les soins de votre mère et je crée une fondation d'aide aux familles de victimes d'accidents de la route. Lucas regarde son père avec stupéfaction. Vous feriez ça, si cela peut sauver ce qui reste de notre famille? Oui, Inès réfléchit. L'offre est généreuse, presque trop. Et si je refuse, alors Lucas se livre quand même à la police, mais sans ma coopération, il risque 15 ans de prison. Je disparais à l'étranger avec mes avoirs et vous n'obtenez rien d'autre que la satisfaction de nous avoir détruits. Ce n'est pas de la satisfaction que je cherche. Alors quoi? Inès ferme les yeux, pense à son père, à sa mère qui se bat contre le cancer, à toutes ces familles qui vivent ce qu'elle vit. Je veux que l'histoire soit rendue publique, intégralement, sans arrangement avec la presse. D'accord, je veux pouvoir témoigner au procès, dire ce que cette affaire nous a coûté, à ma mère et moi. D'accord. Et je veux que la fondation porte le nom de mon père. Fondation Michel Fontaine. Denis hoche la tête. C'est équitable. Lucas se lève soudain. Non, ce n'est pas assez. Père et fille le regardent avec surprise. Papa, vos arrangements, vos négociations, vous ne comprenez toujours pas. Lucas va vers le téléphone. Je n'en veux pas de votre protection. Je n'en veux pas de vos combines. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police maintenant. Et je leur dis tout. Denis se lève d'un bond. Lucas, réfléchis. Avec mon plan, tu t'en sors avec 3 ans. Je ne veux pas m'en sortir, papa. Je veux payer. Lucas compose le numéro. Allô, police. Je voudrais signaler un délit de fuite avec homicide. C'est moi le responsable. Inès sent son cœur s'emballer. Lucas fait vraiment ce qu'il dit. Il se livre. Sans condition. Sans arrangement. Oui, je suis au 47 avenue Foch dans le 16e. Lucas Marchand. Oui, le fils de Denis Marchand. Il regarde son père. Et il faudra aussi arrêter mon père pour obstruction à la justice et corruption. Denis s'effondre dans son fauteuil. Tu ne sais pas ce que tu fais. Si, papa, pour la première fois depuis 3 ans, je sais exactement ce que je fais. Lucas raccroche et se tourne vers Inès. Dans 20 minutes, la police sera là. Je leur dirai tout. Tout ce que j'ai fait. Tout ce que mon père a fait. Vous aurez votre justice. Lucas, Inès ne sait plus quoi dire. Et je voulais vous dire, je suis désolée. Désolée pour votre père. Désolée pour votre mère. Désolée pour ces 3 années que vous avez perdues à cause de moi. Je sais que ça ne suffit pas, mais c'est tout ce que j'ai à offrir. Dehors, les premières sirènes commencent à résonner dans la nuit parisienne. 6 mois plus tard, le palais de justice de Paris résonne des flashs des photographes et du brouhaha des journalistes. L'affaire Marchand fait la une de tous les journaux depuis l'arrestation. Le fils du milliardaire avoue son crime. 3 ans de mensonges dans l'élite parisienne. Justice pour Michel Fontaine. Les titres se succèdent, impitoyables. Inès attend dans le couloir, vêtue d'un tailleur noir simple, à côté d'elle. Mireille tient sa main. Le traitement financé par Denis Marchand, avant son arrestation, a porté ses fruits. Les dernières analyses montrent une rémission complète du cancer. Mireille a repris du poids. Ses cheveux repoussent. Elle ressemble de nouveau à la femme forte qu'Inès a toujours connue. « Tu es sûre de vouloir témoigner ?» demande Mireille en serrant les doigts de sa fille. « Il faut que je le fasse. » Maman pour papa et pour toutes les familles qui n'ont jamais eu droit à la vérité. Maître Durand, l'avocat de la partie civile, s'approche d'elle. « Mademoiselle Fontaine, c'est à vous, vous êtes prête. » Inès hoche la tête et suit l'avocat dans la salle d'audience. L'endroit est bondé, au premier rang. Elle aperçoit des journalistes qui griffonnent, des familles de victimes venues assister au procès, des curieux attirés par le scandale. Au banc des accusés, Lucas Marchand porte un costume gris sobre. Il a maigri, ses traits se sont creusés, mais son regard est clair. Plus de traces de l'alcool qui l'aveuglait 6 mois plus tôt. Quand leurs yeux se croisent,
Il lui adresse un hochement de tête respectueux. À côté de lui, Denis Marchand fait grise mine. L'homme qui dirigeait un empire immobilier ressemble maintenant à un vieillard fatigué. Les révélations sur ses méthodes ont provoqué l'effondrement de son groupe. Corruption, chantage, intimidation, 30 ans de pratiques douteuses étalées au grand jour. La cour, annonce l'huissier. Tous se lèvent. Le président du tribunal, un homme d'une 60aine d'années au regard sévère, prend place. Les jurés populaires s'installent à sa droite. Mesdames et messieurs les jurés, commence le président, vous êtes réunis pour juger une affaire qui a défrayé la chronique. Lucas Marchand et Denis Marchand sont accusés respectivement d'homicide involontaire avec délit de fuite et d'obstruction à la justice et corruption. Le procureur se lève. Monsieur le Président, l'accusation souhaite faire témoigner mademoiselle Inès Fontaine, fille de la victime. Mademoiselle Fontaine, approchez-vous. Inès se dirige vers la barre des témoins, les jambes tremblantes. La salle entière la regarde. Elle pose la main sur la Constitution et prête serment. Mademoiselle Fontaine, dit le président, vous pouvez nous parler de votre père. Inès prend une profonde inspiration. Mon père s'appelait Michel Fontaine. Il avait 48 ans quand il est mort. C'était un chauffeur-livreur, un homme simple qui travaillait dur pour nourrir sa famille. Sa voix tremble légèrement, mais elle continue. Le soir du 15 novembre 2021, il rentrait chez lui après sa journée de travail. Il avait prévu de regarder un film avec ma mère, comme tous les vendredis soirs. Il ne savait pas qu'il ne franchirait jamais le seuil de notre maison. Dans la salle, on entend quelques sanglots étouffés. Quand la police est venue nous annoncer sa mort, on nous a dit que c'était un délit de fuite, que le responsable serait retrouvé et jugé. Nous avons attendu des mois, puis des années. L'enquête piétinait, les pistes se refroidissaient. Nous commencions à perdre espoir. Inès regarde Lucas droit dans les yeux. Pendant ce temps, ma mère développait un cancer. Le chagrin, disaient que les médecins. Le stress de la perte de mon père. Nous n'avions plus ses revenus, plus de sécurité sociale correcte. J'ai dû abandonner mes études pour travailler jour et nuit. Que représentaient ces 3 années pour vous ? Demande le procureur. L'enfer. Inès essuie une larme. Chaque jour, je me demandais si le meurtrier de mon père se promenait librement quelque part. Chaque nuit, je m'endormais en pensant qu'il n'y aurait peut-être jamais de justice. Elle se tourne vers Denis. Et maintenant, je sais pourquoi. Parce qu'un homme puissant a décidé que la vie de mon père ne valait pas le dérangement d'un procès. Parce qu'il a préféré acheter le silence plutôt que d'assumer les conséquences des actes de son fils. Denis baisse les yeux. Mademoiselle Fontaine, intervient l'avocat de Lucas. Mon client a avoué spontanément ses crimes. Il s'est livré de lui-même à la police. Ne pensez-vous pas que cela témoigne d'un remords sincère ? Inès réfléchit. Monsieur Marchand souffre, c'est évident. Mais sa souffrance ne ramènera pas mon père. Et elle n'efface pas les 3 années où nous avons cru que justice ne serait jamais rendue. Que souhaitez-vous pour les accusés ? La question que tout le monde attend, dans la salle, le silence est total. Pour monsieur Denis Marchand, je souhaite qu'il comprenne enfin que l'argent ne peut pas tout acheter, que certaines choses, la vie, la justice, la dignité, n'ont pas de prix. Inès marque une pause, cherche ses mots. Pour Lucas Marchand, elle hésite, le regarde. Je ne souhaite pas sa destruction. Je souhaite qu'il honore la mémoire de mon père, en devenant l'homme qu'il aurait pu être sans l'alcool et les privilèges, qu'il utilise sa seconde chance pour aider d'autres familles comme la nôtre. Un murmure parcourt l'assistance. Personne ne s'attendait à tant de clémence. Merci, mademoiselle Fontaine, dit le président. Les débats se poursuivent pendant 3 jours. Lucas témoigne, avoue tout en détail, exprime ses remords. Denis tente de minimiser son rôle. Mais les preuves sont accablantes. Témoins achetés, rapports falsifiés, pression politique. Tout sort au grand jour. Le verdict tombe un vendredi après-midi. Lucas Marchand, 5 ans de prison ferme pour homicide involontaire et délit de fuite. Denis Marchand, 3 ans de prison ferme et interdiction de gérer une entreprise pour corruption et obstruction à la justice. Mais avant de prononcer la sentence, le président ajoute quelque chose d'inhabituel. La Cour tient à souligner la dignité exemplaire de mademoiselle Fontaine dans cette épreuve. Son témoignage nous rappelle que la justice n'est pas seulement punition, mais aussi réparation et réconciliation. À la sortie du tribunal, les journalistes se pressent autour d'Inès et Mireille. « Êtes-vous satisfaite du verdict ?»
Justice a été rendue, répond simplement Inès. Mon père peut enfin reposer en paix. Que pensez-vous de la clémence dont vous avez fait preuve? Mon père était un homme bon. Il m'a appris que la vengeance ne ramène pas les morts, mais que le pardon peut guérir les vivants. Plus tard, alors qu'elle rentre chez elle, Mireille prend sa fille dans ses bras. « Ton père serait fier de toi », murmure-t-elle. « Tu as trouvé justice sans perdre ton âme. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis 3 ans et demi, Inès dort paisiblement. Les cauchemars se sont tus, la quête est terminée. Dans sa cellule de la prison de Fresnes, Lucas Marchand regarde par la petite fenêtre. Demain, il commencera son travail au centre d'aide aux détenus alcooliques. Il a encore 4 ans et demi à purger, mais pour la première fois depuis longtemps, il envisage l'avenir avec quelque chose qui ressemble à de l'espoir. Dans une autre cellule, Denis Marchand fait les comptes de son empire effondré. Mais étrangement, il ressent une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Peut-être que certains prix valent la peine d'être payés. Et quelque part dans Paris, une fondation porte maintenant le nom de Michel Fontaine. Aidant les familles victimes d'accidents de la route à trouver justice et réconfort, la vérité a enfin triomphé. 2 ans plus tard, automne 2026. Inès gare sa petite Citroën devant les grilles de la prison de Fresnes. Le ciel d'octobre est gris, mais elle se sent étrangement sereine. Dans son sac, elle porte une lettre et quelques photos qu'elle a promis d'apporter. Mademoiselle Fontaine. Le gardien la reconnaît maintenant. C'est sa 5e visite en 2 ans. Il vous attend au parloir B. Lucas Marchand l'attend derrière la vitre de séparation. 2 années de prison l'ont transformé. Il a pris du muscle, son regard est plus clair, ses gestes plus posés. Fini l'homme brisé par l'alcool qu'elle avait rencontré dans cette suite d'hôtels. Devant elle se tient quelqu'un qui ressemble enfin à un être humain en paix avec lui-même. « Inès », dit-il en décrochant le combiné. « Merci d'être venu. Comment allez-vous » ? « Lucas, bien, vraiment bien. » Il sourit, et c'est un sourire sincère. « J'ai terminé ma formation de conseiller en toxicomanie. La semaine prochaine, je commence à animer des groupes de parole pour les détenus alcooliques. C'est formidable. Et vous, comment va votre mère ? En pleine forme. Elle a repris son travail à mi-temps. Les médecins parlent de guérison complète. » Inès sort les photos de son sac. Elle vous envoie ça. Lucas regarde les clichés que lui montre Inès. Mireille dans son jardin, souriante. Ses cheveux maintenant complètement repoussés, Mireille et Inès devant les locaux de la Fondation Michel Fontaine. Mireille entourée d'autres familles aidées par la Fondation. « Elle est belle », dit Lucas doucement. Elle ressemble à quelqu'un qui a retrouvé la joie de vivre. Elle dit souvent que la justice l'a libérée autant que les médicaments. Lucas hoche la tête. Et la Fondation, comment ça se passe ? Nous avons aidé 43 familles cette année. Soutien juridique, aide financière, accompagnement psychologique, votre père... Inès hésite. Les fonds qu'il a versés avant son incarcération nous permettent de voir grand. Il sort dans 6 mois, vous savez. Je sais. Il reste silencieux un moment, puis Lucas reprend. Il m'écrit, pas souvent. Ah. Mais il m'écrit. Je crois qu'il a changé, lui aussi. En mieux. Il a appris l'humilité. Ce n'est pas une leçon facile quand on a 62 ans et qu'on a dirigé un empire. Inès sort la lettre de son sac. Justement, j'ai quelque chose pour vous, de sa part. Lucas fronce les sourcils en prenant l'enveloppe. Il ne peut pas m'écrire directement. Il voulait que je vous la donne en main propre et que je vous explique le contexte. Lucas ouvre la lettre et lit silencieusement. Inès voit ses expressions changer. Surprise, émotion, puis quelque chose qui ressemble à de la paix. Il propose de léguer tous ses biens restants à la Fondation, dit-il finalement. Tout ce qui n'a pas été saisi par la justice. Environ 8 millions d'euros, confirme Inès. Mais seulement si vous acceptez d'en devenir le directeur à votre sortie. Moi, Lucas relève la tête, stupéfait. Mais pourquoi ? Lisez la fin de la lettre. Lucas reprend sa lecture. Ses lèvres bougent silencieusement. Tu es le seul qui puisse vraiment comprendre ce que traversent ces familles. Tu es le seul qui puisse les aider sans condescendance. Parce que tu sais ce que coûte vraiment un moment d'inattention. Il pose la lettre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que votre père a raison. Inès le regarde droit dans les yeux. Vous avez détruit ma famille, Lucas, mais vous pourriez aider d'autres familles à se reconstruire. Il y a une certaine symétrie là-dedans. Et vous ?
qu'est-ce que vous feriez? Je continuerai à m'occuper des aspects juridiques et du soutien aux victimes. Nous ferions équipe. Elle marque une pause. Si vous acceptez, Lucas reste silencieux longtemps, tournant et retournant la lettre entre ses mains. Il y a 2 ans, dit-il finalement. Si quelqu'un m'avait dit que je travaillerais un jour avec la fille de l'homme que j'ai tué, j'aurais pensé qu'il était fou. Et maintenant? Maintenant, je pense que c'est peut-être le seul moyen de donner un sens à tout ça. Il la regarde avec intensité. Mais j'ai besoin de savoir une chose. Inès, vous me pardonnez vraiment? Ou est-ce que vous faites ça par obligation morale? Inès réfléchit longuement avant de répondre. Je ne vous pardonnerai jamais complètement. Lucas, on ne pardonne pas la mort de son père, mais j'ai appris à voir en vous autre chose qu'un meurtrier. J'ai appris à voir un homme qui souffrait et qui a trouvé la force de changer. C'est suffisant pour travailler ensemble. C'est suffisant pour essayer. Lucas sourit et tend sa main vers la vitre. Ça... Inès pose la sienne de l'autre côté, leurs paumes séparées par quelques millimètres de verre. Alors c'est oui, j'accepte. 6 mois plus tard, par une belle matinée de printemps, Inès et Mireille se rendent au cimetière de Bagneux, comme chaque année le jour de l'anniversaire de la mort de Michel. Elles viennent lui rendre visite. La tombe est fleurie, des roses blanches, les préférées de Michel. Mireille a aussi apporté une photo récente d'elles deux, souriante devant les nouveaux bureaux de la fondation. « Salut papa », dit Inès en s'agenouillant devant la pierre tombale. « J'ai des nouvelles à te donner. » Elle sort de son sac un article du Figaro daté de la veille. « Lucas Marchand sort de prison demain. Il va diriger la fondation avec moi. Je sais ce que tu penserais, que c'est bizarre de travailler avec celui qui t'a tué. Mais tu sais quoi? Je crois que tu serais d'accord. » Mireille s'agenouille à côté de sa fille. « Ton père aimait les secondes chances. Michel, il disait toujours que tout le monde méritait de se racheter. » La fondation a aidé 132 familles depuis sa création, continue Inès. 132 familles qui ont eu droit à la justice, aux soins, au soutien, tu vois. Ta mort n'aura pas été vaine. Une brise légère fait danser les branches du cerisier planté près de la tombe. Mireille et Inès restent silencieuses un moment, chacune perdue dans ses pensées. « Tu sais ce qui me rend le plus fière ?» dit finalement Mireille. « Ce n'est pas que nous ayons gagné au tribunal, ce n'est pas l'argent ou la reconnaissance, c'est que tu sois restée toi-même, ma chérie, que tu aies trouvé la justice sans perdre ton humanité. J'ai failli la perdre. Pourtant, mais tu ne l'as pas fait, et ça, c'est l'héritage de ton père. » Elle se relève, époussetant leurs genoux. Inès prend une dernière photo de la tombe fleurie avec son téléphone. « Au fait, » dit Mireille, en prenant le bras de sa fille, « j'ai reçu un coup de fil hier, de Denis Marchand. Qu'est-ce qu'il voulait? Il sort de prison la semaine prochaine. Il voulait savoir s'il pourrait nous rendre visite, pour s'excuser en personne. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? » Mireille sourit. « Que nous l'attendrons, que tout le monde mérite une chance de demander pardon. » En sortant du cimetière, elles croisent un groupe de familles en deuil. Inès reconnaît l'une d'elles. Les Moreau, dont le fils est mort dans un accident de moto causé par un chauffard. La fondation les aide depuis 6 mois. Mademoiselle Fontaine, la mère s'approche d'elle. « Comment allez-vous? »« Bien, Madame Moreau. Et vous? Grâce à vous, nous tenons le coup. Le procès aura lieu l'an prochain. Mais cette fois, nous avons un avocat, et nous savons que nous ne sommes pas seuls. » Inès et Mireille raccompagnent la famille Moreau jusqu'à leur voiture, en les regardant partir. Inès se dit que c'est ça, la vraie justice. Pas seulement punir les coupables, mais aider les victimes à se reconstruire. « Alors, » dit Mireille en montant dans leur Citroën, « prête pour demain. Demain, Lucas Marchand sortira de prison. Demain, ils commenceront officiellement à travailler ensemble. Demain, une nouvelle page s'écrira dans l'histoire de la famille Fontaine. Oui, » répond Inès en démarrant. « Je suis prête. » En passant devant la grille du cimetière, elle jette un dernier regard vers la tombe de son père. Pour la première fois depuis 5 ans, elle se sent vraiment en paix. « Papa », murmure-t-elle, « nous avons trouvé justice. Pas celle que nous imaginions au début, mais la vraie, celle qui guérit au lieu de détruire. » Le soir tombe sur Paris, et quelque part dans la ville, l'histoire de Michel Fontaine continue de transformer des vies.